Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire du renseignement. Aujourd'hui, nous quittons l'Occident pour explorer la Chine pendant l'Antiquité. Des grandes dynasties au réseau de messagers, en passant par les écrits intemporels de Sun Tzu, la Chine a développé un système de renseignement d'une complexité remarquable. Bien avant que de nombreuses autres civilisations ne comprennent l'importance de l'information, les Chinois avaient intégré la collecte, l'analyse et la transmission des données comme éléments essentiels à leur gouvernance et à leur stratégie militaire. Dans cet épisode, nous allons plonger dans cet univers où l'art de la guerre et la subtilité des relations humaines ont façonné un modèle de renseignement unique dont les leçons résonnent encore aujourd'hui. Dans la Chine antique, et cela est encore visible de nos jours, le renseignement était profondément intégré à la gouvernance. Les empereurs cherchaient à anticiper non seulement les mouvements ennemis, mais aussi les crises agricoles, les révoltes populaires et les changements climatiques. La collecte d'informations, loin d'être limitée à la guerre, faisait partie intégrante du maintien de l'ordre impérial. Selon The Cambridge History of Ancient China de Michael Love et Edward Shaughnessy, la bureaucratie chinoise était structurée de manière à garantir une surveillance constante de l'ensemble du territoire. Chaque fonctionnaire, chaque messager jouait un rôle dans ce vaste réseau d'informations. C'était un système qui permettait aux dynasties de rester au fait de tout ce qui se passait dans leur empire, des marchés locaux aux frontières éloignées. Une approche qui montre déjà une vision globale et systémique du renseignement. Lors de la dynastie Qin, entre 221 et 206 avant Jésus-Christ, période qui a marqué la première unification de la Chine, les espions jouaient un rôle clé. Cette période, caractérisée par une centralisation extrême du pouvoir, s'appuyait sur des réseaux d'agents infiltrés pour surveiller les populations locales, les opposants politiques et même les alliés pour maintenir l'unité de l'Empire. Ces agents opéraient souvent sous couverture, se mêlant aux marchands, aux soldats ou aux paysans pour recueillir des informations. Cette utilisation pragmatique des espions reflète une vision du renseignement comme une extension naturelle de l'autorité impériale. Dans un territoire aussi vaste que la Chine, la communication rapide était cruciale. Un réseau de tours était équipé pour transmettre des messages à l'aide de feux et de fumée, permettant de relayer des informations sur des centaines de kilomètres. Ralph Sawyer, dans Ancient Chinese Warfare, décrit comment ces tours jouaient un rôle central dans la coordination des armées et la sécurité des frontières. Ces signaux visuels, souvent combinés à des messagers, permettaient aux empereurs de transmettre des ordres en temps quasi réel, une prouesse pour l'époque. Ces tours, véritables points de contrôle, étaient également utilisés pour surveiller les routes commerciales et détecter les incursions ennemies. Il serait difficile d'aborder le renseignement en Chine antique sans mentionner Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre. Ce texte, écrit il y a plus de 2500 ans, consacre un chapitre entier au rôle des espions qu'il considère comme un pilier central de toute stratégie militaire. Sun Tzu distingue 5 types d'agents, chacun ayant une fonction spécifique dans l'art du renseignement. Les espions indigènes, ces agents issus des populations locales surveillées, connaissent parfaitement le terrain, les coutumes et les dynamiques régionales. Ils sont essentiels pour infiltrer les communautés sans éveiller les soupçons. Les espions intérieurs, ils sont recrutés au sein de l'administration ennemie, exploitant leur position pour transmettre des informations sensibles sur les plans, la politique ou les failles structurelles de l'adversaire, souvent séduits par des promesses de richesse ou d'avantages personnels. Les espions doubles, ce sont des agents ennemis retournés qui travaillent désormais pour leur ancien adversaire. Leur utilité réside dans leur connaissance des réseaux d'espionnage adverses, permettant d'envoyer de fausses informations tout en récoltant des données stratégiques. Les espions liquidables, ces agents sont envoyés pour transmettre des informations volontairement erronées, bien que sacrifiés, leur rôle est de manipuler les décisions de l'ennemi. Les espions volants, ce sont des agents infiltrés dans les cercles stratégiques ou militaires ennemis, capables de se déplacer et d'agir de manière autonome, pour collecter des informations directement sur le terrain. Sun Tzu explique que lorsque ces 5 types d'agents sont utilisés de manière simultanée et coordonnée, ils forment ce qu'on appelle le divin écheveau, une stratégie d'espionnage si complexe et intriquée qu'elle devient indéchiffrable pour l'ennemi. Pour lui, ce réseau constitue le trésor d'un souverain éclairé, car il permet non seulement de connaître l'ennemi, mais aussi de semer la confusion dans ses rangs. Comme l'indiquent certaines interprétations, notamment celle d'Amyot, ces agents ne sont pas employés uniquement à des fins militaires. Leur utilisation peut également servir à maintenir des alliances, renforcer des accords politiques ou diviser les forces adverses pour les affaiblir. Sun Tzu montre ici que l'espionnage dépasse le champ de la guerre pour devenir un outil de gestion des relations internationales et des conflits internes. Des commentateurs comme Du Mu apportent un éclairage sur le recrutement d'agents. Selon lui, des fonctionnaires déchus, des individus ambitieux bloqués dans leur ascension ou encore des courtisans avides de richesse sont autant de cibles idéales pour le renseignement. Il suggère d'exploiter leurs frustrations et leurs faiblesses en leur offrant des récompenses matérielles. Ces agents peuvent alors dévoiler les plans ennemis, semer la discorde entre le souverain adverse et ses ministres ou même détourner les ressources stratégiques de l'adversaire. Cette réflexion préfigure étonnamment le modèle MICE, M-I-C-E, de Money Ideology Compromission and Ego, utilisé aujourd'hui dans le renseignement moderne pour analyser les motivations des recrues potentielles. La richesse attire ceux qui convoitent des avantages matériels.
L'idéologie touche ceux qui partagent une cause, la compromission exploite les failles personnelles et l'ego flatte les ambitions démesurées. Ces principes esquissés par Sun Tzu et ses commentateurs montrent à quel point les dynamiques humaines sous-tendent le renseignement et transcendent les époques. Le renseignement ne se limite pas à la collecte et à la transmission des informations. Sous la dynastie Han, la bibliothèque impériale jouait un rôle clé dans leur conservation. Mark Edward Lewis, dans The Early Chinese Empires, souligne que cette bibliothèque centralisait des documents stratégiques, tels que des cartes, des rapports d'espions et des textes militaires. Ces archives étaient organisées avec soin, permettant aux dirigeants d'accéder rapidement aux données nécessaires à la prise de décision. Une vision où le savoir était perçu comme une ressource aussi précieuse que les armées ou les richesses matérielles. Au-delà des archives et des documents officiels, la Chine antique s'appuyait également sur des réseaux humains sophistiqués, illustrés par le concept de guanxi. Profondément ancré dans la culture chinoise, il désigne les réseaux de relations interpersonnelles qui facilitent les échanges et les interactions sociales. Dans le contexte du renseignement, les espions et les fonctionnaires chinois exploitaient ces réseaux pour accéder à des informations sensibles et établir des liens avec des interlocuteurs influents. Cette pratique mélangeant loyauté, influence et opportunisme a joué un rôle crucial dans les stratégies de collecte d'informations, soulignant son importance dans les pratiques du renseignement. Étudié notamment par Éric Boutin et Pei Liu, le guanxi désigne l'art de mobiliser ses relations pour résoudre des problèmes quel que soit le contexte. Cette dynamique relationnelle, essentielle dans la société chinoise, a également été identifiée comme un concept opératoire de l'intelligence économique, soulignant son importance dans les pratiques du renseignement. La Chine antique nous offre une vision extraordinairement avancée du renseignement, intégrant stratégie et relations humaines dans un système cohérent. De Sun Tzu aux bibliothèques impériales, cette civilisation a démontré que l'information, bien utilisée, pouvait définir le destin d'un empire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'histoire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer à explorer l'histoire du renseignement. Et souvenez-vous, comme le disait Sun Tzu, l'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans même avoir à se battre.